Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un concept de vidéo que ça fait longtemps qu'on a fait sur la chaîne, c'est-à-dire une analyse d'un trade. Donc je vais vous présenter littéralement de A à Z l'analyse d'un trade que j'ai pu faire, que ce soit le fondamental, le technique, la gestion. Bref, on va littéralement tout regarder. Puis honnêtement, guys, j'ai vraiment hésité à faire la vidéo d'aujourd'hui parce que vous allez voir que l'opportunité que je vais vous présenter, c'est une opportunité que très peu de gens connaissent, mais qui est pourtant extrêmement probable avec un très haut taux de succès. C'est quelque chose que j'ai pu trader à quelques reprises dans les dernières années et ça a extrêmement bien fonctionné. Et récemment, j'ai eu une autre opportunité de le faire et je me suis dit, eh bien, pourquoi pas vous présenter ça. Comme d'habitude, guys, mon objectif avec le contenu gratuit que je fais, eh bien, c'est d'être meilleur que le contenu payant des autres. Donc, guys, si vous êtes excité pour la vidéo d'aujourd'hui, évidemment, mettez-y un like, assurez-vous d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et sans plus tarder, commençons directement. Alors, vous allez voir que l'opportunité que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas un trade où ce que le gain potentiel est énorme, ok? Ça va pas vous impressionner de ce point de vue-là, mais la probabilité que ça fonctionne est extrêmement élevée. Et quand on parle d'opportunité en trading, c'est toujours important de considérer ces deux points-là. Qu'est-ce qu'on peut gagner, mais surtout, c'est quoi la probabilité que ça l'arrive? Et souvent, les gens font l'erreur de se concentrer sur des opportunités qui, oui, pourraient leur faire gagner beaucoup, mais la probabilité que ça fonctionne est extrêmement faible. Mais ici, vous allez voir que c'est complètement l'inverse. On ne va pas aller chercher un gain avec ce style de setup-là qui est impressionnant ou quoi que ce soit. Par contre, la probabilité que ce trade-là fonctionne est extrêmement élevée. Et c'est ça qui rend justement la chose intéressante parce que le plus qu'on a un bon taux de succès sur ces trades, eh bien, le plus qu'on va avoir de constance, le plus que ça va être facile à maintenir sur du long terme et le plus qu'on va avoir une régularité dans ses performances. Alors, le trade que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est fait sur USDN, c'est-à-dire le dollar américain contre le yen japonais. Et la première chose qu'on va faire, c'est d'établir un contexte fondamental. C'est quelque chose qui est super important pour comprendre l'opportunité qu'on va avoir devant nous. Et quand on parle d'analyse fondamentale, eh bien, ici, on va regarder trois horizons de temps. C'est-à-dire qu'on va faire une analyse fondamentale long terme, moyen terme et court terme et ça va vraiment nous donner une vue d'ensemble du marché et c'est ça qui va vous permettre de comprendre l'opportunité en Allemagne. Donc sans plus tarder, commençons directement puis allons voir les graphiques. Donc ici, on est sur USDN et comme on peut voir, on remonte là jusqu'à 2020. Donc on a environ 6 ans d'historique et on peut voir donc une tendance haussière qui est très bien définie. Donc on était dans une certaine stabilité si on veut avant 2020. Par la suite, on a vraiment commencé à monter assez agressivement. On voit que le mouvement est moins agressif depuis quelques années, mais la tendance est encore globalement dans la même direction. Et là, c'est super important de comprendre, eh bien, pourquoi est-ce que la tendance est haussière? C'est quoi les raisons fondamentales long terme qui amènent le taux de change USDN à augmenter? Et la raison principale, c'est ce qu'on appelle le carry trade. Donc, il faut comprendre que d'un point de vue taux d'intérêt, le USD est beaucoup plus attrayant que le yen japonais. Et si on fait rapidement un petit cours d'histoire, juste pour vous mettre encore plus en contexte par rapport à ça, si on regarde par exemple les indices boursiers américains, on peut voir qu'en 2020, on avait eu ici une correction qui était due à la pandémie. Ce qui est arrivé après la pandémie, c'est que la Fed a littéralement baissé les taux à presque zéro et ont commencé ce qu'on appelle l'impression monétaire, donc le quantitative easing. Ça, ce qui est arrivé, c'est que ça a donné un boost énorme à l'économie et ça a également boosté l'inflation. Parce qu'il y a des taux d'intérêt extrêmement faibles. Eh bien oui, ça stimule l'économie, mais ça peut également stimuler son inflation. Et c'est ce qui est arrivé. Par la suite, on voit que les marchés boursiers ont très, très bien performé suite à la pandémie. Les taux d'intérêt étaient extrêmement faibles, tout allait bien. Par contre, l'inflation commençait à monter. Et l'inflation, donc, a monté aux États-Unis jusqu'à un certain point où ce n'était plus soutenable. Et la Fed a dû commencer donc à augmenter les taux d'intérêt pour essayer de ralentir l'économie et par le fait même ralentir l'inflation. Et c'est ça qui a amené la correction qu'on a eue ici en 2022. Okay? Et donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis ce temps-là, eh bien, les taux d'intérêt aux États-Unis sont restés quand même relativement élevés. Donc, ils ont rebaissé un peu depuis ces quelques dernières années, mais globalement, les taux d'intérêt sont encore élevés. Et ça, on peut le voir assez facilement en regardant le graphique juste. Donc là, on a les taux d'intérêt pour les États-Unis. Et comme on peut voir, donc, c'est exactement ce que je viens de vous décrire. Avec la pandémie, la Fed a baissé les taux d'intérêt pour essayer de sauver le jeu. Par la suite, les marchés ont remonté. Donc là, les taux étaient stables. Par la suite, on a eu le problème d'inflation. Et donc là, les taux ont remonté. Et comme on peut voir, donc, depuis environ 2024-2025, eh bien, les taux ont un peu baissé, mais globalement sont encore assez élevés. Okay? Donc là, on est à 3,75 alors que dans le temps de la pandémie, on était à 0,25. Okay? Donc, c'est plus du tout le même scénario. Mais donc, ça, ce qui est arrivé, c'est que, eh bien, maintenant, depuis plusieurs années, aux États-Unis, les taux d'intérêt sont globalement beaucoup plus élevés qu'avant.
Et donc ça, ce que ça l'amène, c'est un rendement positif sur la monnaie. Donc quelqu'un, par exemple, qui a des dollars américains dans, par exemple, un compte courtage qui n'est pas investi, eh bien, cette monnaie-là va produire un rendement. Ou par exemple, quelqu'un qui prend des placements garantis, eh bien, c'est un peu le même principe. OK? Donc le plus que les taux d'intérêt sont élevés, eh bien, le plus que c'est positif pour une monnaie parce que le plus que ça va attirer de l'argent, par exemple, de l'extérieur, des investisseurs, et le plus que ça va, si on veut, pousser les gens à rester en cash. OK? Parce que si les taux d'intérêt sont élevés, eh bien, on peut déjà avoir un bon rendement avec le cash qu'on a. Donc, il n'y a pas autant un incitatif à prendre du risque sur le marché. Et donc, tout ça pour dire que des taux d'intérêt élevés, c'est quelque chose qui est positif pour la monnaie. Et ça, donc, eh bien, c'est ce qui est arrivé après la pandémie. Et globalement, bon, comme on a vu, les taux ont un peu rebaissé, mais globalement, sont encore élevés. Maintenant, si on regarde ce qui est arrivé au Japon, eh bien, on peut voir que dans les années après la pandémie, les taux n'ont pas monté. OK? Récemment, depuis 2024, la Banque du Japon a monté un peu les taux d'intérêt, mais en ce moment, on est à 1 ce qui, globalement, reste encore relativement faible et surtout beaucoup plus faible que le USD. Et ça, vous allez voir, ça a un certain niveau d'importance. Mais donc, si on revient donc de quelques années, donc on regarde par exemple en 2021, 2022, 2023, eh bien, aux États-Unis, les taux d'intérêt étaient vraiment élevés, donc au-dessus de 5 et au Japon, les taux d'intérêt étaient littéralement à 0 Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a des dollars américains, eh bien, on va potentiellement générer un rendement de, par exemple, 4-5 tandis qu'au Japon, eh bien, on n'a aucun rendement sur son cash. Et donc, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, est-ce qu'il y a un incitatif à avoir du yen japonais? Ben non. Pas du tout. Et ça, la comparaison, ici, je vous la montre avec le USD, mais c'est le même principe avec n'importe quelle autre grosse monnaie. Donc, ce qui est arrivé, c'est que dans les dernières années, le Japon avait des taux d'intérêt extrêmement faibles et c'est ça qui a amené donc le yen à perdre énormément en valeur parce qu'il faut comprendre que quand on regarde le graphique ici USD-yen qui monte, eh bien c'est le USD qui prend en valeur sur le yen. Okay? Donc le yen s'est affaibli contre le USD et encore une fois, ça aurait été le même principe avec les autres monnaies. Okay? Mais donc le point ici que je veux amener, c'est de comprendre que le Japon, depuis la pandémie, avait des taux d'intérêt extrêmement faibles. Oui, ils ont commencé à les monter récemment, mais les taux restent encore globalement plutôt faible et beaucoup plus faible donc que les autres grosses monnaies, que ce soit le USD, le dollar canadien, l'euro et ainsi de suite. Et donc ça fait en sorte qu'il n'y a aucun incitatif à garder des yens japonais longtemps. Parce que quelqu'un, par exemple, qui a beaucoup de capital, eh bien pourquoi il y aurait ce capital-là en yens japonais alors qu'il pourrait l'avoir, par exemple, en USD et avoir un meilleur rendement sur son cash. Okay? Un autre phénomène, si on veut, qu'on a vu avec ça, c'est que beaucoup de gens qui ont emprunté des yens japonais parce que les taux d'intérêt étaient extrêmement faibles et qui ont pris cet argent-là et qui sont tout simplement allés la mettre en une autre monnaie ou sur les marchés à risque et ainsi de suite. Et donc, ce qui est arrivé, c'est qu'à cause de ce mécanisme-là, eh bien, le yen japonais, depuis plusieurs années, est très faible au niveau du fondamental et a perdu en valeur constamment parce qu'il n'y a aucun incitatif à avoir du yen. Et c'est ça qui explique donc la tendance haussière qu'on a en comparant le USD par rapport au yen japonais. C'est pas forcément juste le USD en lui-même qui s'est apprécié, mais c'est surtout le yen qui s'est affaibli. Et quand on met les deux ensemble, eh bien, on a ce qu'on appelle un rate differential. Donc, en français, c'est un différentiel de taux d'intérêt. C'est-à-dire que si on prend le taux d'intérêt du USD et qu'on soustrait ça avec le taux d'intérêt du Japon, eh bien, le résultat de ça est positif. Et concrètement, ce que ça veut dire pour nous en tant que trader, c'est tout simplement que si on a un trade, par exemple, sur USDN à la hausse, donc on a un achat sur la paire de devises, eh bien, non seulement on peut faire de l'argent sur le trade en lui-même, mais on va aussi se faire payer un intérêt positif à tous les jours. Et donc ça, ce principe-là a un terme assez précis, c'est ce qu'on appelle le carry trade. Okay? Donc le carry trade, c'est essentiellement un terme qui définit le fait d'avoir une position et de tout simplement la garder pour encaisser un frais positif. Et c'est exactement ça qui arrive ici. Par exemple, quelqu'un qui aurait pris un trade sur USDN, on va dire en 2021, 2022 ou peu importe quelle année, eh bien, non seulement il va faire de l'argent avec le taux de change qui augmente, mais il va aussi faire de l'argent avec ce frais-là qui va lui être entre guillemets chargé, mais en réalité, c'est un crédit qui est appliqué au compte à tous les jours. Et donc ça fait en sorte que depuis toutes ces années, eh bien, il n'y a aucun incitatif à avoir du yen japonais. Tout l'argent va dans les autres monnaies et on a le carry trade qui continue de payer les gens qui tiennent ces positions-là. Et donc, quelqu'un qui a des positions moyen-long terme sur ce type de marché-là, eh bien, n'a aucun intérêt à fermer ces positions-là parce qu'à tous les jours, il se fait payer le différentiel de taux d'intérêt. Et ça, c'est ça qui explique donc principalement pourquoi USDN, depuis toutes
ces années est haussier et que le fondamental, pour l'instant, n'a encore pas changé. Parce que même si les taux au Japon ont remonté un peu, ben, ça reste qu'en ce moment, on a 3,75 aux États-Unis, on a 1% au Japon. Donc, le carry trade continue. On fait encore de l'argent en ayant un trade sur USDN à la hausse. On se fait payer à tous les jours. Et ça fait un effet boule de neige. Personne ne veut acheter du yen. Tout le monde s'en va dans les autres monnaies. Et c'est la raison principale pourquoi le yen a été aussi faible durant ces dernières années. Maintenant, si on regarde un horizon de temps un petit peu plus rapproché, donc dans les derniers mois, eh bien, je dirais que la situation est assez similaire, c'est-à-dire que bon, le carry trade est encore évidemment présent. Le USD a quand même été plutôt fort dans les derniers mois. Il a rebaissé un petit peu là, dans les quelques dernières semaines, mais globalement, le USD a été plutôt en tendance haussière pour l'instant cette année, principalement en raison du conflit US-Iran. Donc, le conflit a amené le pétrole à augmenter beaucoup. Qui dit pétrole en augmentation dit inflation, et c'est quelque chose qui pousse la Fed à maintenir les taux d'intérêt plus élevés pour l'instant cette année et qui les empêche un peu, si on veut, de les rebaisser. Et donc, le USD est resté globalement soutenu par rapport à ça. Et du côté du Japon, eh bien, le Japon souffre beaucoup des prix d'énergie élevés parce que c'est quelque chose qu'ils vont beaucoup utiliser dans leur économie, mais qui ne vont pas vraiment produire en grande quantité. Et donc, ça fait en sorte que le Japon subit versus les autres pays, par exemple, comme aux US, qui, en quelque sorte, en bénéficient. Fait que ça fait que le USD est resté globalement soutenu par rapport à ça et ça a mis une autre couche de pression sur le yen. C'est pas le point, on va dire, qui est le plus important. Le carry trade que je vous ai expliqué avant est beaucoup plus important comme raison, mais ça reste également quelque chose qui, si on veut, a drivé encore plus le mouvement dans les derniers mois. Et donc, maintenant qu'on comprend ce que je viens d'expliquer ici avec le contexte macro qu'on a, eh bien, ça fait que USDN, en théorie, va continuer de monter sur du long terme, tant et aussi longtemps que le carry trade ne flippe pas complètement, eh bien, USDN reste avec les mêmes drivers long terme. Et ça, ce qui arrive donc, c'est que, comme je dis, le yen continue à s'affaiblir. Mais là, le problème, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que la Banque centrale du Japon ne veut pas que le yen s'affaiblisse autant. Okay? Ce n'est pas quelque chose qui est soutenable sur du long terme, et ce n'est pas quelque chose que personne veut, d'avoir sa monnaie qui perd en valeur constamment depuis des années contre les autres monnaies. Okay? Donc, qu'est-ce qui est arrivé dans les dernières années? C'est qu'on a commencé à voir ce qu'on appelle des interventions de la Banque du Japon. Donc, quand le yen avait perdu en valeur trop rapidement par rapport au USD, eh bien, la Banque du Japon faisait ce qu'on appelle une intervention, c'est-à-dire qu'il allait littéralement acheter des yens japonais en vendant le USD. Okay? Et évidemment, puisque c'est une banque centrale, ben, ils ont pas mal infini de capital, fait qu'ils ont le contrôle du marché lorsqu'ils font ce type d'intervention-là, parce que c'est tellement une pression énorme, c'est tellement une injection de liquidité massive que ça crée justement des gros mouvements. Okay? Et ces mouvements-là, eh bien, je vous les ai représentés sur le graphique juste ici. Donc, on va prendre les interventions qu'on a eues dans les dernières années et juste pour vous montrer visuellement à quoi ça ressemble, eh bien, une intervention, là, c'est toujours à peu près le même principe. C'est une grosse bougie rouge comme ça qu'on a, par exemple, ici là, en daily. Okay? Donc, ça, c'est une intervention. Ça, c'est une intervention. Par la suite, si on revient un petit peu plus ici, donc là, on est en 2024, il y a eu d'autres interventions, fait qu'un peu le même principe, des grosses bougies rouges comme ça. Et je le sais parce que tout ça, je les ai tradés, comme j'ai dit, et vous allez voir là, comment on trade ça par la suite. C'est l'opportunité que je vais vous présenter. Mais voilà, OK, puis des interventions, donc plus récemment, on a eu celle-ci et on a eu celle-ci. Ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que les interventions arrivent souvent quand on fait des nouveaux points hauts historiques et que la Banque du Japon juge que c'est allé trop loin, trop rapidement. OK? Donc, c'est ce qui est arrivé ici en 2022 quand USDN ne faisait que monter et qu'on avait le différentiel de taux qui continuait d'augmenter parce qu'on avait, durant ces années-là, la Fed qui montait les taux d'intérêt et le Japon ne faisait rien. Fait à tous les jours qui passaient, eh bien, on faisait encore plus d'argent sur le différentiel de taux. Et donc, USDN était en complète explosion à cause de ça. Et vers ces niveaux-là, donc on était aux alentours là, des 145, 148, là, plus ou moins sur USDN. Eh bien, pour la Banque du Japon, c'était assez. Ça a été allé trop loin, trop rapidement. Et c'est là qu'il avait fait donc les premières interventions. Mais par la suite, comme on peut voir, on a eu justement cette phase de correction-là. Et quand on est arrivé sur des nouveaux points hauts historiques, c'est là que les nouvelles interventions ont survenu. Okay? Et vous allez voir que récemment, c'était le même principe. On a fait par la suite une grosse correction. Et quand on a fait des nouveaux points hauts historiques, ben, je dis des nouveaux points hauts historiques, en réalité, on était là dans, il y a genre 40 ans. OK? Ben voilà, récemment, OK, des nouveaux points hauts historiques, on peut le framer de cette façon-là. C'est là qu'il avait fait donc d'autres interventions. OK? Fait que vous voyez, c'est toujours un peu le même principe. On avait beaucoup monté ici et beaucoup trop rapidement. La Banque du Japon avait fait les premières interventions.
Mais par la suite, on s'était stabilisé et c'est seulement quand on essayait de faire des nouveaux sommets que justement, c'est là qu'on a eu des nouvelles interventions. Puis ça a été un peu le même principe juste ici. On s'est stabilisé et quand on a fait des nouveaux sommets, c'est là qu'ils ont fait les interventions. Il y en a eu une juste un petit peu avant pour essayer de justement freiner le fait que ça allait peut-être break out. Et finalement, ben, ils n'ont pas réussi et par la suite, ça l'a break out et c'est là qu'ils ont fait encore une fois une intervention. Okay? Donc ça, concrètement, c'est ce qu'on appelle une intervention de la BOJ et c'est quelque chose donc qu'on peut trader. Et c'est ça que je vais vous présenter donc à l'instant parce que vous allez voir que ces interventions-là sont très spécifiques. Il y a des statistiques assez claires qu'on peut analyser et quand on connaît ces statistiques-là, eh bien par la suite, ça devient, je dirais, relativement simple à trader. Donc maintenant que je vous ai mis en contexte sur le fondamental et un petit peu plus aussi sur le concept des interventions, on va aller étudier beaucoup plus en détail les interventions en elles-mêmes. Parce que là, comme j'ai dit, on va aller recueillir des statistiques. On va regarder c'est quoi la profondeur des interventions, combien de temps ça dure en moyenne et vous allez voir qu'il y a des choses assez intéressantes qu'on peut tirer comme conclusion. Donc, allons-y directement. Donc, si on regarde USDN et qu'on se penche un petit peu plus sur les interventions en elles-mêmes, OK? On va aller sur un time frame 4 heures, on va avoir un petit peu plus de données, puis on va recommencer là, avec les premières qu'on a eues en 2022. OK? Bon, la première chose qui est importante de comprendre ici sur une intervention, c'est que, comme j'ai expliqué tantôt, le concept d'une intervention est assez simple en soi. C'est vraiment la Banque du Japon qui se disent OK, on va acheter massivement le yen japonais pour essayer de refaire baisser le taux de change. OK? Donc, que le yen japonais reprenne en valeur par rapport au USD. Donc, littéralement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller acheter du yen japonais en vendant le USD. Et comme j'ai dit tantôt, vu qu'ils ont une énorme liquidité, ben, ça fait qu'ils vont juste être capables de driver le prix tant et aussi longtemps qu'ils font cette intervention-là. OK? Et là, ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est que quand on a donc ce type d'intervention-là, comme on peut voir sur le graphique, oui, ça fait baisser le taux de change, évidemment. Donc, c'est le yen qui s'apprécie par rapport au USD, mais ça ne change pas le fondamental. Et ça, c'est le premier point qui est important à comprendre. Une intervention d'une banque centrale, oui, ça joue sur le prix, mais ça ne joue pas sur le fondamental. Donc, tout ce que je vous ai expliqué dans les dernières minutes, c'est-à-dire la macro, le différentiel de taux, le conflit US-Iran qui avantage plus le USD que le yen, tous ces éléments-là, vraiment moyen-long terme, sont encore présent. Et juste parce que la Banque du Japon fait une intervention, ça ne change absolument en rien le fondamental. Okay? Donc, la première chose à comprendre, c'est que quand ils font ce genre d'intervention-là, il faut le voir un peu plus comme, je dirais, un genre de rabais. Okay? Le fondamental est le même, c'est juste que le prix a beaucoup baissé, mais c'est le même fondamental, c'est le même contexte, rien n'a changé. Okay? Ça, c'est le premier point qui est important à comprendre. Et pour vous aider aussi à vous l'imaginer dans votre tête, une intervention, à quoi ça ressemble, et ça, c'est quelque chose que j'explique dans notre programme de coaching, puis qui a beaucoup aidé les étudiants à justement comprendre ce type de phénomène-là. Pensez à un ressort, OK? Mettons que vous avez un ressort et supposons que vous mettez une pression constante sur le ressort. OK? Bon, bien évidemment, le ressort, il va s'aplatir. OK? Parce que vous mettez une pression là-dessus. Mais quand vous allez enlever votre main et que vous allez enlever la pression que vous mettez, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Le ressort, il va rebondir, OK? Puis il va rebondir rapidement, il va faire un saut, OK? Donc, on a un ressort, on met de la pression, puis quand on enlève sa main, ça rebondit, OK? Vous allez voir qu'une intervention de la BOJ, c'est exactement ça, OK? Ils mettent une pression, donc le prix, il baisse parce qu'ils achètent le yen constamment, et dès qu'ils arrêtent l'intervention, eh bien, on a un rebond, on a le ressort, et vous allez voir, mais c'est exactement ce qu'on peut trader. Donc, maintenant qu'on comprend ça, eh bien, là, ce qu'on veut aller observer, c'est les statistiques. Parce que comme j'ai dit, ce trade-là, ce n'est pas un trade où ce qu'on peut faire forcément des gains absolument incroyables, mais en termes de statistiques, c'est là que ça devient intéressant. Puis vous allez voir, c'est extrêmement précis. Donc, si on regarde ça un petit peu plus en détail, la première intervention qu'on a eue récemment, donc dans les dernières années, c'était celle-ci. Donc là, on voit qu'on a baissé de 3,8 et ça s'est fait en environ 4 heures. Okay? Évidemment, on va faire ça avec une moyenne. Là. On ne va pas trop se casser la tête de façon ultra précise, mais vous allez voir. Donc, 3,8 et ça a duré environ 4 heures. OK, parfait. Ensuite de ça, deuxième intervention, 3,8 et ça a duré 4 heures. Bon, là, on se dit, OK, c'est juste deux exemples. OK? C'est sûr qu'avec deux exemples, on ne peut pas vraiment généraliser d'un point de vue statistique un mouvement. OK? Mais vous allez voir, ça devient encore plus intéressant. Donc, ça, c'était les deux premières interventions. Par la suite, si on avance un petit peu plus et qu'on regarde les interventions qu'on a eues ici et qu'on regarde donc celle-ci, 3,6 4 heures. On est quand même proche, right? On s'entend, on n'est pas très loin. Ensuite de ça, l'intervention juste à côté, un peu le même principe, 3 on est quand même proche de la moyenne qu'on a pour l'instant. Bon, je ne sais pas pourquoi c'est pas écrit ici, mais environ quelques heures aussi. Donc, encore une fois, même principe.
Par la suite, on continue. Cette autre intervention-là avait été un petit peu plus petite. Vous allez voir que c'est la seule, entre guillemets, donnée aberrante. Bon, on n'est pas si loin quand même de la moyenne pour l'instant qu'on avait de à peu près 3,5, mais on est un petit peu plus bas. Et encore une fois, même principe, quelques heures. Donc, je pense que vous commencez à voir le pattern. Et si on retourne vers les deux dernières interventions qu'on a eues récemment, eh bien, sans grande surprise, encore une fois, le même principe. Okay? Donc ici, 3,2 %, quand même proche de la moyenne qu'on a. Ça a duré quelques heures. Et l'intervention donc, que j'ai pu trader tout récemment et qui m'a donné d'ailleurs l'idée de faire cette vidéo-là, eh bien, c'est celle-ci. Donc, on est à 3,5 % et encore une fois, quelques heures. Okay? Et donc là, je pense que vous commencez à voir l'intérêt de cette opportunité-là. C'est que, eh bien, ce qu'on peut observer, c'est que quand la BOJ fait ses interventions, eh bien, c'est littéralement toujours la même chose. C'est le même type de mouvement, la même grosseur, la même durée, tout est pareil. Et c'est normal quand on y pense parce que c'est juste une opération pour aider le yen à reprendre un peu en valeur et calmer le jeu par rapport au taux de change. Donc, quand que la BOJ fait ce type d'opération-là, ils n'ont pas d'objectif de rendement. Ils ne visent pas à faire des profits ou quoi que ce soit. C'est purement abus de régulation, tout simplement. Et donc là, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que, ben, comme on a vu, quand la BOJ fait ce type d'intervention-là, eh bien, c'est toujours la même chose. C'est des mouvements en moyenne de 3,5 % environ quand on baisse et ça dure quelques heures. Et maintenant qu'on sait ça et qu'on a compris également le principe de ressort que je vous parlais, que quand l'intervention est terminée, eh bien, ça rebondit. Et ça, ben, je ne vous l'ai pas présenté, si on veut, de façon concrète, mais si on retourne voir, eh bien, vous allez voir que c'est littéralement ça qui arrive tout le temps. Eh bien, évidemment, on peut trader ce type de mouvement-là. Okay? Donc, si on regarde, par exemple, un graphique en daily, et vous allez comprendre le type de rebond que je parle. Quand on parle de rebond, je ne parle pas forcément d'une énorme continuité par la suite. Okay? La seule chose que je parle ici, c'est que quand on enlève sa main du ressort, eh bien, il y a comme un rebond initial. C'est la seule partie du mouvement qui est vraiment systématique d'une intervention à une autre. Okay? Donc, si on regarde ce type de rebond-là, eh bien, on peut voir que dès qu'on a terminé ici une intervention puis qu'on a fait le point bas, eh bien, on a tout de suite rebondi. Okay? Encore une fois, cette partie-là, on s'en fout. C'est pas ça le point, mais on a rebondi. Okay? Donc ici, on a un rebond. Ensuite de ça, ici, même principe. Okay? Peut-être que là, c'est plus difficile à voir comme ça, mais si on zoome un petit peu plus, eh bien, on voit que quand on a fait le point bas ici, après le moins 3,5 % en moyenne, eh bien, on a rebondi jusqu'à là. Okay? Donc, ça, c'est le type de rebond que je parle. Okay? Donc, c'est arrivé une première fois ici, c'est arrivé une autre fois ici. Et si on regarde les exemples un petit peu plus récents, donc par exemple les deux ici, même principe, okay? C'est difficile à voir sur un graphique daily, mais c'est quand même ça pour de vrai. Puis on peut aller sur des time frames évidemment plus bas pour le voir, mais je trouve que ça représente bien quand même sur un graphique daily. On fait toujours une wick et on rebondit toujours par la suite. Même principe ici, on est rebondi jusqu'à là, okay? Juste à l'extrémité de l'autre wick. Fait on a ce rebond-là. Okay? Donc ça, on l'a ici. Après ça, on l'a également ici. Celui-là était un petit peu plus faible, mais quand même, on est rebondi de là jusqu'à ici, okay? Avec le top de la wick. Et plus récemment, c'est encore une fois le même principe. Donc ici, même affaire. Quand on a fini, on a rebondi. Et plus récemment, la dernière intervention que j'ai pu trader, même chose. Quand on a fait le mouvement, on a rebondi. Okay? Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement précis. On a une intervention de la BOJ, ça dure quelques heures, ça baisse en moyenne 3,5 %. Ils mettent une pression, une pression, une pression. Quand ils arrêtent la pression, on a un rebond. Est-ce que par la suite, on a une grosse continuité? Est-ce qu'on continue à baisser? C'est pas ça la question et c'est pas ça le setup que j'ai tradé. Okay? Ce que je trade ici, c'est le rebond du fait que quand la BOJ arrête de mettre une pression, eh bien, le marché, naturellement, rebondit. Okay? Puis comme je dit, ben, c'est normal parce que quand ils font l'intervention, vu qu'ils achètent du yen, ben, ils achètent, ils achètent, ils achètent, ils achètent. Fait que le marché, il drive, il drive, il drive. Mais quand ils arrêtent de faire ça, puis que soudainement, ben, la BOJ n'est plus là pour acheter le yen, ben, c'est normal qu'il y ait un rebond parce que le fondamental reste haussier. Il y a plein de personnes qui ont encore des positions pour le carry trade. Fait que c'est un rebond quasiment, je dirais, mécanique qui arrive lorsqu'on a la pression de la BOJ qui arrête. Et c'est ça l'intérêt de cette opportunité-là, c'est que c'est quelque chose qui est 100% représenté par les statistiques et c'est quelque chose de très mécanique qui est arrivé donc à plusieurs reprises dans les dernières années et que si dans le futur on a des nouvelles interventions de la BOJ, eh bien ça va fort probablement être quelque chose d'extrêmement similaire à ça. Donc, maintenant que tout ça est expliqué, eh bien si on regarde le trade que j'ai pu faire un petit peu plus en détail, eh bien vous allez voir que littéralement
c'est ça. J'ai tout simplement attendu une intervention de la BOJ. Quand l'intervention est arrivée, eh bien, j'ai calculé la moyenne de 3,5 %. J'ai pu me positionner pour jouer le rebond et concrètement, c'est rien de plus compliqué. Okay? Donc, si on regarde ça un petit peu plus concrètement sur mon graphique, donc ici, j'ai mon analyse de USDN et je surveillais déjà l'intervention avant qu'elle arrive parce qu'on avait brisé justement le point haut ici du range qu'on avait dans les dernières années. Puis comme je vous ai montré un petit peu plus tôt, quand ça arrive, c'est souvent là que la BOJ fait ses interventions. Okay? Donc, c'est ce que je surveillais aussi tout simplement. Et donc ici, on voit que le marché avait un petit peu monté. La BOJ pour l'instant n'avait rien fait. Et par la suite, l'intervention est arrivée avec la grosse bougie rouge juste ici. Okay? Donc vraiment la première, pas celle qui a suivi. On voit qu'on a continué un peu à baisser par la suite, mais ça, c'était pas une intervention. Okay? Puis encore une fois, pour me répéter, mais ce que je veux trader, c'est le rebond mécanique une fois que l'intervention arrête. Il n'y a pas l'aspect de continuité, de jouer un swing, est-ce que ça va tout de suite remonter ou quoi que ce soit, c'est pas ça la question. Okay? Donc, si on regarde, qu'est-ce qui est arrivé ici? Et on pourrait même revenir un petit peu en arrière puis faire un replay. Donc, quand on était vers ces niveaux-là, comme j'ai dit, je surveillais activement pour une intervention parce que je savais très bien que si ça l'arrivait, eh bien, c'était quelque chose que je voulais trader. Et par la suite, donc, quand l'intervention est arrivée, eh bien, j'étais devant mes écrans à ce moment-là. J'avais déjà mesuré à peu près le 3,5 % de moyenne et ça me donnait justement le niveau juste ici. Okay? C'est super important de comprendre aussi de ce que j'ai pu observer, c'est que ce type de trade-là pour jouer le rebond, ça fonctionne bien d'un point de vue mécanique. Ça fonctionne encore mieux si, évidemment, on a aussi un niveau technique pour supporter le trade. Okay? C'est-à-dire que si, par exemple, on a une intervention de la BOJ, mais qu'on baisse à un endroit un peu random puis que je n'ai pas vraiment de setup technique en soi, évidemment, je ne prendrai pas le trade. Okay? Il faut quand même que ça respecte, évidemment, le système dans son ensemble. Il faut aussi que j'aille un setup technique. C'est quand même quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui vient augmenter les probabilités. Mais donc, quand on a eu ici une intervention, eh bien, j'avais mesuré la baisse d'environ 3,5 %. Et comme j'ai dit, donc ça coïncidait avec ce niveau-là. Puis ça, c'est un très, 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 très beau niveau technique. Donc, on avait un super beau key level. On avait la trendline qui est super bien respectée, là, littéralement depuis l'année dernière. OK? Fait que je pense que c'est dur de faire, de faire plus clair que ça. On avait le 200 moving average et on avait également un 6, un 8 fib si on mesure là, notre dernière impulsion ici. Donc, j'avais 4 confluences qui venaient sur le niveau en plus du 3,5 % en moyenne qui, comme je dit, est vraiment le point le plus important. Okay? Si, par exemple, ce niveau-là n'avait pas coïncidé avec la moyenne de 3,5 %, ben, je n'aurais pas pris le trade à ce niveau-là. J'aurais regardé pour un autre niveau et voir si ça coïncidait. Okay? Donc, il fallait vraiment les deux éléments. Les deux sont essentiels pour avoir justement un trade ici qui fait du sens. Et donc, quand la BOJ faisait l'intervention, eh bien, je surveillais le marché. J'avais déjà tout calculé. Je savais où est-ce que le niveau était. Et qu'est-ce qui est arrivé, donc, c'est que par la suite, quand on a atteint le niveau que je regardais, eh bien, j'ai pris une position, tout simplement. Okay? Donc, j'ai pris un trade ici. Par la suite, la façon que j'ai structuré cette position-là, c'est assez simple. Donc, premièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu mon point d'entrée littéralement sur le niveau. Il faut entrer agressivement sur ce style de trade-là. On ne peut pas attendre d'avoir une confirmation parce que si on a une genre de confirmation, donc que le marché a déjà remonté, ben, il y a déjà une bonne partie du mouvement qui est probablement déjà fait. Donc, ça va être plus difficile d'avoir un gain qui est intéressant sur ce type de configuration. Donc, il faut, entre guillemets, porter ses couilles, puis y aller, OK? Donc, c'est un peu ça le concept. Et quand on est arrivé donc, sur le niveau, eh bien, j'ai pu exécuter mon trade ici. Et par la suite, j'avais mon niveau d'invalidation qui est un petit peu plus bas. Le niveau d'invalidation, par expérience, j'aime bien le mettre en dessous de 4 % parce que, comme on a vu, historiquement parlant, on n'a jamais eu d'interventions qui ont dépassé le 4 %. Donc, si mon stop est en dessous de ce niveau-là, ben, je suis quand même assez sécuritaire. Évidemment, je vais quand même y laisser un petit peu plus de marge supplémentaire juste pour être safe. Okay? Donc, si ici, on mesure, par exemple, les points hauts jusqu'au niveau de stop-loss que j'avais quand même 4,5 % de marge, ce qui est amplement suffisant. Okay? Parce que, comme je dis, ça n'a jamais dépassé 4 %. Fait que si je me mets à 4,5 %, je suis quand même assez safe. Okay? Donc, mon stop loss était ici. Et en termes d'objectifs, ben, comme j'expliquais tantôt, la seule chose ici que je veux trader, c'est le rebond mécanique qu'on a une fois que la BOJ arrête son intervention. Donc, je n'ai pas un objectif qui est très, très loin. Et c'est pour ça, au début de la vidéo, que je disais, c'est pas le genre de trade où on peut faire un gain qui est gigantesque. Par contre, en termes de probabilité, ben, comme on l'a vu, toutes les fois que c'est arrivé dans les dernières années, ça a fonctionné littéralement tout le temps. Okay? Donc, c'est un trade qui est extrêmement probable et c'est pour ça que le trade est super intéressant. Okay? Donc, ce que je visais, c'était tout simplement
le niveau des 160 qui est le prochain niveau, ok, rien de plus compliqué. 160, c'est aussi un niveau que la BOJ avait quand même pas mal surveillé dans les dernières années, fait que je voulais pas tenir le trade plus loin que ça. Fait, comme on peut voir, le trade m'a donné 1 pour 1 de risk-reward, donc rien de très impressionnant, mais encore une fois, les probabilités sont tellement élevées pour ce setup-là que à chaque fois qu'il y a une intervention de la BOJ, eh bien, c'est un trade que je fais et qui fonctionne très bien. Okay? Donc, le trade ressemble à ça. Si on regarde une unité de temps un petit peu plus court terme, on va voir que le trade n'a vraiment pas duré longtemps. Supposons qu'on regarde là, un time frame même de 5 minutes, juste pour vous donner une idée. Donc, quand on est arrivé là, dans ma zone d'obstacle avec la moyenne 3,5 %, j'ai pu exécuter. J'avais exécuté là, précisément à 158,05. Ça, je ne l'avais pas mentionné, mais on avait aussi un chiffre rond, 158. Et souvent, par expérience, le marché a tendance à réagir juste un tout petit peu avant les chiffres ronds. Donc, c'est pour ça que j'ai été allé à 0,5. Donc, ça, c'était mon point d'entrée exact que j'ai eu. Et par la suite, le trade n'a vraiment pas duré longtemps. Dès qu'on a remonté ici, j'ai fermé le trade là, à peine quelques minutes après. Okay? Donc, le trade s'est fait extrêmement rapidement, mais c'était une super belle opportunité. Puis, ce que j'aime avec ce trade-là, c'est qu'il n'y a pas tant de questions à se poser, dans le sens que c'est tellement mécanique comme opportunité. Les statistiques sont tellement claires que quand je l'ai devant moi, eh bien, j'ai pas le choix de l'essayer. Puis, toutes les fois que je l'ai fait dans les dernières années, eh bien, ça a fonctionné. Fait que, vous voyez, guys, c'est exactement comme ça qu'on optimise son trading. C'est avec des données, c'est avec des statistiques. Et quand que les stats sont avec nous et que les probabilités sont de notre côté, eh bien, c'est comme ça qu'on peut avoir des trades qui font du sens. Fait que, c'est pour ça aussi que je trouvais ça intéressant de vous présenter un trade de même. Parce que si vous avez vu mes autres vidéos d'analyse de trade, eh bien, vous voyez, c'est un peu différent que souvent les trades que j'ai l'habitude de faire. Donc, des risk-reward de 1 pour 1, normalement, j'ai plus que ça sur mes trades. Souvent, les trades, ils vont durer évidemment plus longtemps aussi que ça ici. Mais justement, vu que c'était un trade un peu différent, puis que c'était pas exactement le même genre d'idée, eh bien, je trouve ça intéressant de vous le présenter aujourd'hui. Bref, c'est pas mal ce que le tour, guys, pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses. Maintenant que vous connaissez les interventions de la BOJ et comment on peut trader ça, eh bien, évidemment, gardez un œil là-dessus. Quand on a des interventions, eh bien, ça peut offrir des super belles opportunités. Et si vous voulez justement aller plus loin dans votre trading, donc soit vous lancer là-dedans si vous n'en faites pas encore, ou tout simplement vous améliorer si en ce moment vous faites du trading mais que vous n'avez pas vraiment des résultats qui vous conviennent, je vous invite, guys, à regarder le premier lien dans la description de la vidéo. Ça va vous amener vers une autre vidéo qui est en fait une vidéo de présentation qui explique beaucoup plus en détail qu'est-ce qu'on fait au sein du programme de coaching et comment on peut vous accompagner en one-on-one pour aller chercher des résultats en trading. Et si c'est quelque chose qui vous parle, vous allez même avoir l'option de planifier un appel avec moi ou un des membres de notre équipe pour qu'on puisse regarder ça avec vous et voir tout simplement si on peut vous aider. Donc bref, j'espère, guys, que vous avez sinon apprécié la vidéo. Si oui, comme j'ai dit au début, mettez un like et là-dessus, on se retrouve dans la prochaine.